d'enregistrement et voilà. Donc, bonjour à tous. Comme d'habitude, c'est un grand plaisir que j'ai à vous retrouver ce soir pour ce sixième webinaire, je crois, si je compte bien, consacré au SCPI, qui est un sujet particulièrement, qui me tient particulièrement à cœur, que j'apprécie personnellement et qui, en plus, je trouve, est méconnu. Alors, de moins en moins, mais c'était encore il y a quelque temps une solution un peu exclusive. Et donc, j'ai plaisir à vous partager mes connaissances sur ce sujet, toujours sur un format très court de 30 minutes pour que vous en compreniez l'essence. Et bien sûr, je vous réserverai à la fin quelques minutes pour répondre à toutes vos questions, qu'elles soient sur la thématique, sur les sujets évoqués ce soir ou plus personnels. Donc, je suis Sébastien Outreville, je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis maintenant 3 ans. J'ai créé ma société Avenir Conseil Investissement en 2018, société dont le siège social est à Jargeau, puisque je suis dans le Loiret, je suis originaire de là-bas, et aujourd'hui je réside en région parisienne. Donc, comme je le disais, c'est le 6e webinaire sur 8 qui durent depuis octobre maintenant et se termineront fin novembre. Aujourd'hui, sur le thème des SCPI, comme d'habitude, je vais commencer par un petit peu de contexte. Et déjà, un contexte tout simple, investir dans l'immobilier. Donc, imaginons qu'une solution dans l'immobilier soit pertinente par rapport à votre situation patrimoniale. Vous avez plusieurs manières d'investir dans l'immobilier. La première sera l'immobilier neuf. Alors, l'immobilier neuf, c'est comme n'importe quoi qui est neuf, c'est toujours plus cher que l'occasion. Donc, ça ne déroge pas pour l'immobilier neuf, c'est toujours un peu plus cher. Donc, c'est un peu l'inconvénient. L'avantage, souvent, on va l'adosser à une loi fiscale justement pour compenser ça. Il faut savoir que l'État, depuis de longues années, incite la construction de logements neufs et elle incite par des avantages fiscaux. Donc, généralement, ce qu'on va faire, donc on peut acheter sa résidence principale en neuf, évidemment, vous pouvez faire construire votre maison, vous pouvez également acheter un appartement en l'état futur d'achèvement, mais c'est très souvent utilisé pour l'investissement immobilier locatif. L'avantage, c'est que des résidences qui se construisent, il y en a beaucoup, certes, mais c'est gérable pour un conseiller de les connaître, de les étudier. Alors, pas toutes, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y en a une qui est intéressante, de la regarder plus en détail. Et donc, un conseiller en investissement peut proposer un accompagnement sur de l'immobilier neuf, sur des nouvelles constructions. Donc, personnellement, je vais accompagner mes investisseurs sur du Pinel, évidemment neuf, sur du LMNP neuf, sur de la nue propriété neuve, etc., etc. Qui dit immobilier neuf, dit immobilier que je vais acheter moi en tant que particulier, en tout cas, dit gestion directe. Donc, même si je délègue un maximum de choses à mon conseiller en investissement, à un administrateur de biens, etc., il va toujours y avoir une partie que je vais gérer moi-même s'il y a un problème, ne serait-ce que pour surveiller que l'investissement se passe bien. Il y a quand même des choses à vérifier, qu'on a bien payé toutes les charges, par exemple. Donc, il y a un peu de gestion directe. Et on se tourne vers de la location aux particuliers, notamment dans l'immobilier locatif. Vous savez qu'on doit louer un locataire qui l'utilise en tant que résidence principale pour du Pinel, par exemple. Lorsqu'on fait, même si on achète quelque chose dans l'ancien, etc., souvent on va louer à des particuliers. Deuxième solution qu'on a, ça va être l'immobilier ancien. Alors, très connu, là, on va avoir un très large choix. Il y a, je ne sais pas combien de milliers d'appartements qui sont disponibles. En tout cas, il y en a beaucoup, beaucoup, et c'est un métier à part entière que de s'occuper de trouver de l'immobilier ancien qui corresponde à vos critères de recherche. Donc là, ce ne sera plus un conseiller en investissement, ce sera vraiment un agent immobilier qui pourra vous conseiller là-dessus. Qui dit large choix dit aussi de fortes disparités. C'est un peu l'inconvénient de l'ancien, c'est que vous pouvez avoir des opérations excellentes et à l'opposé, des opérations pas terribles. C'est un euphémisme. Donc voilà, il y a plein de choses, du bon, du moins bon. Donc ça demande une certaine compétence, ou en tout cas de passer un petit peu de temps sur la recherche. C'est pour ça que je considère que sur l'ancien, la recherche va être chronophage, ou en tout cas plus chronophage que pour d'autres solutions. On est toujours dans la gestion directe,
d'accord? Toujours dans les locations aux particuliers. La dernière méthode pour investir dans l'immobilier, ça va être les SCPI. Donc, méthode à laquelle on pense moins et pourtant qui a ses avantages et même de gros avantages. Le premier étant la flexibilité. Pardon. La flexibilité, pourquoi? Parce que vous pouvez décider d'investir 10 000 euros dans des SCPI demain. On va savoir que le ticket d'entrée est généralement autour de 1 000 euros, des fois même un peu moins. Vous voyez que c'est très abordable. Vous pouvez commencer avec 10 000 euros. Demain, réinvestir encore 10 000 euros et après-demain, décider de récupérer 5 000 euros. Vous avez une flexibilité que vous n'aurez pas sur un bien immobilier neuf ou ancien. Ça ne va pas être aussi simple de remettre en valorisation quelque part ou de reprendre une partie. Comme je dis dans mes exemples, quand je suis en rendez-vous avec des investisseurs, vous ne pouvez pas sur votre appartement vendre uniquement les toilettes. Sur les SCPI, quelque part, on peut le faire. De nouveau, c'est une solution sur laquelle le conseiller en investissement va pouvoir vous accompagner. C'est pour le coup, c'est facilement packageable. Un autre gros avantage de la SCPI, c'est la tranquillité. Tranquillité parce que vous savez grosso modo les loyers que vous allez percevoir. Les SCPI font tout pour avoir une distribution de revenus, une distribution de loyers qui soit relativement stable. Donc, tranquillité à ce niveau-là. Tranquillité au niveau du patrimoine qu'on détient, puisque finalement, il n'y a rien à gérer, tout est géré par la SCPI. Et tranquillité par rapport à tout le contexte, globalement, il n'y a rien à s'occuper. C'est pour ça que c'est une solution qui est très simple pour un investisseur. En contrepartie de cette tranquillité et de cette flexibilité, on a forcément une rentabilité qui est inférieure. Il ne faut pas s'attendre sur des SCPI à avoir la rentabilité de l'immobilier neuf ou l'immobilier ancien. Ceci dit, la moyenne sur les SCPI, c'est aux alentours de 5%. Sur l'immobilier ancien, la moyenne nationale, c'est à peu près 5% aussi. Donc finalement, entre immobilier ancien et SCPI, ça pourrait jouer. Alors évidemment, il vaut mieux investir quand vous investissez dans l'ancien. Il faut vraiment chercher des pépites pour avoir quelque chose qui soit très rentable, même éventuellement plus que l'immobilier neuf. Attention, on croit tous qu'on est capable d'aller chercher plus rentable que la moyenne. Si c'était le cas, la moyenne serait un peu plus haute. Donc, il y a un moment, il faut garder les yeux en face des trous et les pieds sur terre. Et ce n'est pas toujours aussi évident qu'on le croit, justement à cause de cette grosse disparité dans l'ancien. Grosse différence sur les CPI par rapport aux précédents. Donc, on n'est plus en gestion directe, c'est ce qu'on appelle de la gestion indirecte. Nous, on ne s'occupe de rien, c'est pour ça qu'on est tranquille. Et surtout, deuxième grosse différence, c'est de l'allocation aux professionnels. Pourquoi aux professionnels? Tout simplement parce que la rentabilité est supérieure à l'allocation aux particuliers. Vous me direz, mais pourquoi moi, je n'achète pas un local pour une entreprise? Souvent, les tickets d'entrée, c'est plusieurs millions d'euros. Donc, peut-être vous pouvez vous le permettre, je l'espère pour vous. Moi, personnellement, ce n'était pas possible. Autre contexte, alors là, on est en plein dans le contexte. Je parlais d'immobilier de bureau. On peut se dire, OK, quelle est la situation aujourd'hui, notamment avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, notamment l'évolution au niveau du télétravail. Alors, j'ai distingué du Covid, puisque le télétravail existe depuis de nombreuses années maintenant. Il existait avant le Covid, bien sûr. A été boosté, certes, pendant la période du Covid, mais c'est quelque chose qui évolue. Ce qu'il faut voir, c'est que l'immobilier de bureau a toujours évolué. On voit que les espaces de travail ont évolué. Et ce qu'on pressent suite à la crise qu'on traverse, c'est qu'il va y avoir une évolution des bureaux de par ce télétravail. Ce qu'on constate, c'est que les entreprises tendent vers quelques jours de télétravail, quelques jours en présentiel. Donc, certainement, le télétravail, ce sera pour produire, là où le présentiel, ce sera pour la communication ou pour la créativité. Donc, ce qu'on voit venir, c'est que les espaces de travail personnels vont être amenés à disparaître. On aura des espaces de travail qui seront communs, ce qu'on appelle du flex office. On aura des bureaux qui seront à disposition de tout le monde. Donc, peut-être des bureaux un peu plus sympas aussi, un peu plus conviviaux. On sait que les entreprises cherchaient, pré-Covid, à avoir des espaces de travail que ce soit plus convivial pour ses employés. C'est un critère de recrutement. Et donc là, ils vont certainement profiter que chacun n'ait plus un bureau pour avoir des bureaux un peu plus grands et également pour avoir plus de salles de réunion, plus grandes, plus fonctionnelles,
Pareil, des espaces dédiés à la créativité, chose qu'il n'y avait pas forcément dans les entreprises auparavant. Le temps où les entreprises étaient un peu en manque de salles de réunion, vraisemblablement, ce temps a évolué et on va sur des espaces qui seront vraiment destinés à ça. Alors, ça ne veut pas dire que les entreprises vont réduire leur superficie. Il y en a certainement quelques-unes qui vont le faire. Mais globalement, ce que les études montrent, c'est que la surface devrait être conservée. C'est juste l'aménagement qui devrait être différent. Impact du Covid, ça c'est intéressant de se dire, OK, quel a été l'impact du Covid sur les SCPI, sachant que c'est de la location de bureaux et dedans il peut y avoir du commerce notamment. Et donc, il y a certainement eu des loyers impayés, qu'en est-il de la valeur de l'immobilier, etc. Alors, on a déjà les conclusions du premier confinement. Alors, pour le deuxième, c'est en cours, work in progress. Donc, pour le premier, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a eu très peu de loyers impayés. Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelques loyers qui ont été offerts par les SCPI. Alors, c'est différent, c'est pas la différence entre impayé et offert, c'est que c'est un commun accord entre la SCPI et l'entreprise. La SCPI décidant d'offrir un loyer ou deux loyers en contrepartie d'une prolongation du bail. C'est dans l'intérêt de la SCPI d'offrir un loyer pour que l'activité soit pérenne au niveau de l'entreprise qui loue les locaux. Vaut mieux un loyer en moins et une entreprise qui dure dans le temps plutôt qu'un loyer qui est payé, mais finalement une entreprise qui met la clé sous la porte sous 3 mois. Donc, pour avoir suivi justement le travail de ces pays pendant le premier confinement, il y a eu vraiment cette proximité avec les locataires pour trouver des solutions. On n'est pas dans le caractère légal, hein, c'est-à-dire qu'au niveau de la loi, il y avait peu de loyers qui auraient dû être impayés. On est vraiment sur un travail un peu main dans la main avec les locataires, dans l'intérêt de tout le monde. L'autre question qu'on peut se poser, c'est la valeur de l'immobilier. Alors pareil, aujourd'hui, on ne voit pas de différence. Il y aura peut-être une baisse de l'immobilier, vraisemblablement pas une grosse baisse. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une belle hausse en 2019. Les SCPI ne s'étaient pas forcément calés encore sur cette hausse. Elles l'auraient certainement fait en 2020. Avec la crise de 2020, certainement qu'ils vont attendre pour le faire ou ne pas le faire. En tout cas, il n'y aura pas de baisse au niveau des SCPI. Ce n'est pas prévu, il n'y aura pas de hausse non plus en contrepartie. Donc, ce qu'on voit, c'est quand même une très, très belle résilience de cette classe d'actifs par rapport à la crise qu'on traverse, qui n'est pas terminée. Hein. Donc, on verra les effets encore, mais en tout cas, les premiers indicateurs sont très bons. Ce que je disais après, dernier point sur l'immobilier de bureau, pourquoi on fait de l'immobilier de bureau? C'est tout simplement parce que la rentabilité est supérieure à l'immobilier de particulier. Pour terminer sur ce contexte d'immobilier de bureau, je voulais vous donner quelques exemples tout simples que je suis allé chercher sur le site d'Épargne Pierre, hein, donc Épargne Pierre qui est une SCPI. Donc j'ai pris trois bureaux un peu différents. Donc pour info, Épargne Pierre détient le bureau qui est loué par la Voie du Nord à Villeneuve-d'Ascq. Détient également la boutique qui est louée par Orange à Vincennes et le bâtiment qui sert au ministère de l'Éducation nationale à Aix-en-Provence. Donc, vous voyez qu'on a des bâtiments qui sont très différents, qui sont utilisés par des acteurs très différents au sein de la même SCPI, une SCPI diversifiée. On voit qu'il peut y avoir des choses qui sont justement diversifiées et c'est ça qui est intéressant sur la SCPI, c'est cette diversification qui amène une mutualisation du risque entre l'ensemble des associés et qui certainement participe à cette résilience. Dernier point de contexte, la fiscalité. Important de comprendre que les SCPI distribuent des revenus fonciers, des loyers. Ces revenus fonciers, on n'a pas de charge à déduire puisqu'il n'y a pas de charge sur les SCPI. On peut éventuellement déduire ses intérêts d'emprunt et son assurance décès invalidité. On est obligé de le déclarer en réel, donc pas de micro-foncier, sauf si on a déjà des biens qui sont en micro-foncier, mais on rentre un peu là dans la technique. Donc, normalement, on déduit quasiment rien, ce qui fait qu'on prend quand même de plein fouet un bilan foncier qui va être positif, donc un bénéfice foncier sur lequel on applique le taux marginal d'imposition plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc, ça peut faire une part non négligeable des loyers qui sont reversés à l'État. Donc, ça, il faut toujours le prendre en compte, évidemment, dans le plan d'investissement. Donc, ceux qui ont vu ma présentation de la semaine dernière, c'est la même chose. La fiscalité
foncière est la même, qu'on soit sur des SCPI, sur de l'immobilier neuf ou ancien. Venons-en au grand principe de la SCPI. Donc, quand on investit dans des SCPI, on dit qu'on est associé. Enfin, le terme, c'est être associé. Les associés vont donc acheter des parts de SCPI et en contrepartie, ils vont recevoir une part des loyers récoltés par la SCPI. Donc, chacun va avoir un rôle bien distinct. La SCPI va vraiment s'occuper d'acquérir le patrimoine immobilier, donc le sélectionner, l'entretenir et gérer les actifs immobiliers, donc gérer l'entretien, gérer la location, vraiment gérer l'ensemble de la vie finalement des actifs immobiliers. Chaque SCPI va avoir sa stratégie d'investissement propre. Alors la stratégie va différer au niveau géographique, par exemple, on a des SCPI qui se concentrent sur l'Île-de-France, d'autres qui vont vraiment investir sur l'ensemble du territoire national, certaines même qui vont investir en dehors de la France, en Belgique, en Allemagne, etc. Il y a des stratégies différentes au niveau du type de bien. Certains vont viser des petits locaux, donc des locaux très importants. Il peut y avoir des thématiques différentes aussi. On a une SCPI notamment qui se consacre à l'hôtellerie. Bon, ce n'est pas la plus joyeuse en ce moment. Une autre qui se consacre au milieu de la santé et de la petite enfance. Là, c'est déjà plus intéressant. On peut en avoir qui cherchent des bâtiments à faible consommation d'énergie et à forte technologie apportée directement aux entreprises. Donc voilà, chacune va avoir sa stratégie différente. Et tout l'intérêt quand on va investir dans des SCPI va être de diversifier son portefeuille de SCPI pour avoir quelque chose qui est, encore une fois, le plus diversifié possible. On cherche toujours à diversifier les solutions, au sein d'une même solution, les produits financiers, au sein des produits financiers, on cherche encore de la diversification. Plus on est diversifié, plus justement on va pouvoir atteindre cette stabilité qu'on souhaite dans les SCPI. Et la SCPI va récolter les loyers, prélever une partie de frais de gestion et reverser le reste aux associés. Donc les associés perçoivent ces loyers, ils sont propriétaires de parts d'immobilier locatif. Je voudrais insister sur ce point, c'est ce qui fait la valeur de la SCPI, ce n'est pas la société dans laquelle on investit, c'est vraiment le patrimoine, l'actif immobilier qui est détenu. Contrairement à quand on investit dans une entreprise sous forme d'une action, là on va plutôt miser sur le chiffre d'affaires capable de faire cette entreprise, pas vraiment sur ses actifs, mais plus sur sa capacité à produire. Donc, quand une société s'écroule, les actions elles chutent. C'est un peu logique. Si une SCPI s'écroule, en fait, concrètement, la valeur de l'immobilier ne change pas. La valeur de la SCPI en soi change peu. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout impacté de la même manière. On est sur deux choses différentes. La SCPI, on est vraiment sur la possession d'un actif immobilier, même si c'est de manière indirecte, c'est bien ce qu'on détient in fine. Il faut savoir que les associés ont un droit de vote en assemblée générale. Alors, ce droit de vote, il ne faut pas imaginer l'assemblée générale comme quand on possède un appartement et on fait une assemblée de copropriété. Là, on est vraiment sur un garde-fou, en fait, c'est-à-dire que lors de l'assemblée générale, les associés vont vérifier que la SCPI ne fait pas n'importe quoi et est bien toujours en phase avec sa stratégie d'investissement. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que les SCPI, c'est quelque chose de très transparent. On pourrait croire qu'on investit dans une société, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans, il y a de l'immobilier, mais on ne maîtrise pas. Pas du tout. Les SCPI, c'est très transparent et même pour quelqu'un qui n'est pas associé. Je vous l'ai dit, quand je suis allé voir sur Épargne-Pierre, sur le site d'Épargne-Pierre, j'ai pu voir tous leurs actifs immobiliers. Pas parce que je suis associé, mais parce que c'est accessible à tout le monde. Et également, c'est quelque chose qui est très contrôlé, les SCPI, par plusieurs organes. Alors, le premier organe, c'est le conseil de surveillance. L'intérêt, c'est qu'il est constitué de membres élus parmi les associés, donc qui ont les mêmes intérêts que tous les associés. Ça, c'est important puisque ce conseil de surveillance va pouvoir vérifier, analyser tout ce qui se passe au sein de la SCPI et valider que c'est bien en accord avec les intérêts des associés, investisseurs. Il y a les commissaires aux comptes, évidemment, qui valident la partie comptable et financière. Il y a l'autorité des marchés financiers qui contrôle tous les instruments financiers. Les SCPI en sont un. Ils vont notamment agrémenter la SCPI. La SCPI met beaucoup de choses dans ses statuts. Ça, c'est important de le comprendre puisque
Par exemple, les frais de gestion prélevés par la SCPI sont statutaires. Donc, ils ne peuvent pas changer comme ça. Il faut une validation en Assemblée générale. Donc, l'AMF va vraiment vérifier à la création de la SCPI que les statuts sont conformes à ce qu'on attend d'une SCPI et également tout au long de sa vie, qu'elle ne change pas, qu'elle reste fidèle à ses statuts et que tout est toujours conforme. Et on voit que l'AMF fait bien son travail régulièrement. On voit, sur les CPI moins souvent, mais sur les fonds, on voit des actions, des recommandations, des stops au niveau des valorisations, etc. pour que tout l'intérêt de l'investisseur soit protégé. Enfin, dernier organe, l'expert immobilier qui est indépendant, qui lui va s'occuper de valoriser le patrimoine immobilier détenu par la SCPI, valoriser tous les ans avec un travail supplémentaire tous les 5 ans qui va consister à réévaluer en partant de zéro, donc en partant de chaque immeuble. On parlera après de le lien entre valeur de la SCPI et valeur de l'immobilier sous-jacent. Et justement, donc j'ai parlé de plein de SCPI différentes avec des stratégies différentes. Comment choisir, quels critères utiliser pour choisir la SCPI ou les SCPI dans lesquels on veut investir? Tout d'abord, stratégie d'investissement. C'est ce que je disais, autant avoir un portefeuille des SCPI le plus diversifié possible. On regarde toujours la pérennisation des baux, c'est-à-dire la durée moyenne dans laquelle les locataires restent dans les locaux. Alors, plus la durée est longue, plus c'est rassurant. On va avoir de vacances locatives, mais plus les baux sont courts, plus on va pouvoir augmenter régulièrement les loyers. Donc, il faut voir justement où on se situe en fait. Peut-être trouver un juste milieu entre les deux, ou en tout cas analyser ces baux de location par rapport à l'activité de la SCPI. On regarde évidemment le taux d'occupation sur la SCPI. Il faut savoir qu'on est on est autour de 95% d'occupation physique et financière. Il faut savoir qu'on peut monter, certaines montent à plus de 98, voire même à 100%. Certaines descendent à 90%. C'est pareil, si c'est à 98%, c'est bien, bonne gestion du parc immobilier. Par contre, marge de manœuvre pour évoluer assez faible. A contrario, si on est à 90%, mais qu'il y a des bâtiments en rénovation, qu'on sait qu'ils vont se revaloriser, qu'ils vont mieux se louer après ou plus cher, ça peut être une belle marge de progression. Donc, l'information en tant que telle, le taux d'occupation tout seul, finalement, va vous apporter peu d'informations. C'est l'analyse par rapport à l'activité de la SCPI qui, de nouveau, va vous en dire un peu plus. Gestion de la trésorerie importante. Plus une SCPI performe, plus elle va collecter. Plus elle collecte, plus elle a de cash. Ce cash, s'il n'est pas investi, on va baisser mécaniquement la rentabilité. Donc, il faut falloir investir ce cash en temps et en heure. Si on l'investit dans la précipitation, on va faire des mauvaises affaires. Pareil, ça va nuire à la rentabilité. Donc, la SCPI doit contrôler son flux de trésorerie et ses investissements dans le pipe qui vont pouvoir être achetés, qui vont pouvoir être financés quand la trésorerie va être en face. Donc ça, c'est un critère qu'on regarde parce qu'il permet de vérifier que la SCPI se porte bien et surtout est en mesure d'accepter le flux de trésorerie qui arrive. Un des critères les plus importants sur la SCPI, c'est le report à nouveau. Le report à nouveau, c'est le petit cochon, c'est la petite cagnotte qui va être alimentée ou dans lequel on va prélever. Alors, comment ça se passe? Imaginez que la SCPI récolte des loyers, va prélever ses frais de gestion et qu'il lui reste à peu près 6% à reverser à ses associés. Et que d'habitude, la SCPI reverse 5%. Elle communique sur 5% de distribution de dividendes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut tout distribuer. Il y a des SCPI qui font ça, tel Quorum. C'est leur stratégie de toujours tout distribuer. Mais très souvent, ce qu'on voit, c'est qu'elles vont délivrer 5% comme prévu, et le pourcent supplémentaire, elles vont le mettre dans la cagnotte. Alors, cette cagnotte devrait être utilisée dans les 10 ans pour les investisseurs. Mais ils vont pouvoir l'utiliser si jamais demain, paf, il y a un Covid qui arrive, le Covid-21, je ne veux pas vous faire peur, c'est juste un exemple. Quand le Covid est arrivé, justement, certaines SCPI, pour conserver la distribution classique, ont choisi de piocher dans leur report à nouveau. Donc, ça va servir
justement à lisser les revenus distribués aux associés, puisque de nouveau, ce qu'on recherche quand on investit dans des SCPI, c'est avoir une régularité des loyers. Il faut comprendre que ça, c'est vraiment un atout, hein. Quand vous investissez dans un appartement, c'est tout sauf régulier. Il va y avoir de la vacance locative lorsqu'il y aura un changement de locataire. C'est prévu, en tout cas, ce n'est pas forcément tout le temps le cas, mais c'est prévu. Vous pouvez avoir une charge plus importante une année parce qu'il y a des travaux à faire, un ballon d'eau chaude qui pète et que vous devez changer, etc. Vous avez des dépenses qu'il faut prévoir, mais qui rendent l'investissement non linéaire. On va tout faire en tout cas, quand je package une solution, je vais tout faire pour que ce soit au maximum transparent pour l'investisseur, mais ce n'est pas linéaire. Les SCPI, la distribution des dividendes est linéaire, même si elle n'est pas garantie, on voit une certaine stabilité dans le temps. C'était une petite parenthèse. Dernière chose, c'est le prix de la part. Le prix de la part, en fait, doit être de plus ou moins 10% au prix de l'immobilier sous-jacent. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, l'expert immobilier va déterminer une valeur de l'ensemble du parc immobilier. En divisant par le nombre de parts, on obtient un prix de reconstitution par part. Et par rapport à ce prix-là, on va pouvoir être à plus 10% et voire moins 10%. Alors, quel intérêt d'être à plus 10%, à moins 10%? Alors, très souvent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on va être un petit peu en dessous de la valeur de reconstitution. Pourquoi? Ça va attirer les investisseurs parce que si j'achète à 995 quelque chose qui vaut 1000, je me dis que j'ai déjà gagné 5. Pour la SCPI, c'est plus facile de distribuer 5% de 995, pardon, 5% de 995 que 5% de 1000. Ce n'est pas beaucoup plus facile, mais c'est un peu plus facile. Donc, ça va être un jeu, en fait, puisqu'il ne faut pas se faire rattraper par les moins 10, mais en fil de l'évolution de l'immobilier, la SCPI va de temps en temps augmenter son prix de la part, tout en s'assurant de bien gérer la distribution des dividendes, puisque c'est ça qui est le plus important pour les investisseurs, cette régularité de distribution. A contrario, pourquoi on se mettrait au-dessus de la valeur de reconstitution? Tout simplement pour freiner la collecte, pour dire si j'achète à 1005 quelque chose qui vaut 1000, j'ai l'impression de déjà perdre 5. Donc, ça peut être un moyen de limiter la collecte. Voilà pour les explications sur les SCPI. Vous voyez que ce n'est pas rien de compliqué, ce n'est pas très compliqué non plus à maîtriser, à comprendre, et ça peut avoir des intérêts. Alors justement, quelles sont les opportunités d'investir dans des SCPI plutôt que dans l'immobilier direct? Première opportunité, c'est la résilience. Donc, on le voit, le fait d'être sur du patrimoine diversifié, forcément, et tout ce que je vous expliquais auparavant également, ça aide à lisser les revenus. Donc, ça, c'est très intéressant quand on est investisseur, d'avoir un actif qui, dans une période de crise, va se comporter de manière quand même assez stable. Donc, la volatilité, ce qu'on appelle la volatilité, la capacité à monter fort ou à baisser fort, elle est très faible. Donc, ça va rarement évoluer d'un coup. En moyenne, une part de SCPI évolue de 1 ou 2% tous les 2 ans. Donc, ce n'est pas 1% par an, c'est que plutôt au bout de 2 ans qu'on veut une revalorisation. Et à contrario, ça ne va pas baisser comme ça au moindre claquement de doigts. Ça, c'est un avantage très intéressant. Autre point à prendre en compte, c'est que qui dit SCPI dit immobilier, et donc vous allez pouvoir utiliser le levier du financement pour créer du patrimoine. Pareil, j'en ai parlé dans mes précédents webinaires, le fait d'utiliser le levier du financement, donc c'est limité, mais c'est un vrai vecteur de création de patrimoine. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le principe, c'est-à-dire qu'on va emprunter de l'argent qui va déjà travailler pour nous. Donc, ce n'est pas notre argent, mais le fruit de ce qu'on a acheté va être pour nous. Donc, c'est très intéressant parce qu'on va généralement avoir beaucoup plus de gains que d'intérêts empruntés de ce qu'on emprunte. Et puis, on va faire un effort mensuel. Là où un investissement en cash peut demander un peu de temps, etc., le temps d'amasser suffisamment d'épargne, là, avec un effort mensuel, vous allez pouvoir déjà acheter quelque chose qui a de la valeur. Donc ça, c'est intéressant. Les SCPI sont éligibles au financement. Autre chose qui est très intéressant et méconnue, c'est le démembrement. Alors, le démembrement, c'est séparer
la propriété de l'utilisation. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que vous achetez un arbre, un pommier par exemple. Si vous achetez l'arbre, mais que vous vendez les pommes à quelqu'un, enfin, vous vendez le droit plutôt de récolter les pommes à quelqu'un, celui qui va récolter les pommes sera l'usufruitier, celui qui possède l'arbre sera le nu propriétaire. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va démembrer pendant une période donnée, donc pendant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, je suis propriétaire d'un pommier, mais je ne ramasse pas les pommes. Quelqu'un va s'occuper de ça. En contrepartie, je paye mon pommier un peu moins cher. C'est exactement pareil sur les SCPI. On peut acheter de la nue propriété des SCPI. Et en contrepartie, on ne perçoit pas, donc on va l'acheter moins cher, mais on ne va pas percevoir les loyers pendant la durée du démembrement. Alors, à quoi ça sert? Imaginez que vous avez 55 ans et que vous savez que vous allez partir à la retraite à 65 ans. Vous avez déjà épargné un capital non négligeable que vous voulez sécuriser. Vous n'avez plus envie de jouer sur les marchés. Vous voulez déjà préparer votre retraite et vous rassurer par rapport à ça. Si vous achetez des SCPI, vous allez à 55 ans, vous allez percevoir des loyers qui vont être fiscalisés, donc, et vous n'avez pas forcément besoin de revenus complémentaires. Et en plus, vous êtes à une période de votre vie où vous avez une fiscalité qui est importante. A contrario, au moment de la retraite, vous aurez beaucoup moins de revenus, donc vous aurez besoin de revenus complémentaires et une fiscalité beaucoup moins forte. Donc, vous aurez intérêt à avoir les fruits de cette SCPI. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter en nue propriété à 55 ans avec un démembrement de 10 ans pour acheter avec une décote, comme si ça va se revaloriser mécaniquement. Et au moment où on aura besoin de revenus complémentaires, on récupérera la pleine propriété de ces SCPI. Ça peut être vraiment très puissant quand c'est bien utilisé. Et enfin, dernière opportunité, c'est qu'il existe des SCPI qui investissent à l'étranger avec une fiscalité intéressante. Donc, je prends l'exemple de l'Allemagne. Les revenus fonciers sont fiscalisés à hauteur de 15%. Vous voyez qu'on est plus faible que si on a un TMI à 30%, les prélèvements sociaux à 17,2, on est déjà à quasiment 50%. Donc là, on est beaucoup plus faible. Et il y a des accords entre la France et l'Allemagne qui dit que si on a payé la fiscalité en Allemagne, on n'a plus à la payer en France. Donc là, c'est un vrai gain d'investir à l'étranger. Alors forcément, en direct, c'est compliqué. Par contre, investir dans une SCPI qui investit à l'étranger, notamment on en a une qui investit en Allemagne, ça permet de diminuer finalement la pression qui s'exerce sur les loyers récupérés de cette SCPI. Et cela conclut ma présentation. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisse ce slide pour pouvoir noter mes coordonnées si besoin. Et je vais, comme d'habitude, arrêter l'enregistrement et passer aux questions par la suite.